Oui, donc je vais vous faire la présentation du groupe de travail sur les adénopathies métastatiques de carcinome épidermoïde sans porte d'entrée. Donc, vous allez voir, c'est un sujet en fait sur lequel on a beaucoup d'idées préconçues, nous les vieux, entre guillemets, parce qu'on a été élevés à la chirurgie avant tout. Et donc, il y a un vrai retour en arrière auquel il va falloir s'habituer. Me permet. Pardon. Si, c'est bon. Alors, dans ce groupe, donc voilà, donc les différents intervenants du groupe, hein, donc ORL, radiothérapeutes et oncologues médicaux. Donc, la définition, c'est une maladie métastatique ganglionnaire cervicale sans tumeur primitive retrouvée au niveau des voies aérodigestives supérieures à l'issue d'un bilan exhaustif approprié. Donc, le bilan exhaustif approprié, ça va être plusieurs examens cliniques et de l'imagerie. Donc, on va y revenir. Il faut savoir que la classification TNM pour les adénopathies sans porte d'entrée, elle est très compliquée parce que y a un statut viral qui entre en compte et donc l'HPV ou le BV doivent être pris en compte et donc on va suivre celle de l'oropharynx pour les tumeurs qui sont P16+, celle du nasopharynx si la tumeur, le ganglion est EBV+, et donc pour les autres situations, donc HPV négatif et EBV négatif, ça va être les classifications habituelles. Voilà, donc quand on a un carcinome épidermoïde HPV induit sans primitif retrouvé, on parle de stade CT0, alors que quand il est non viro-induit, on parle de stade CTX. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose à la situation. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Hein, donc vous allez avoir, vous voyez, une classification qui va être P16-, P16+, EBV+. Tout ça à condition d'avoir recherché le P16 et le BV dans votre ganglion. Donc le bilan initial, c'est important de le faire un peu dans l'ordre et de le faire de manière importante. On va d'abord faire un vrai examen clinique exhaustif avec notamment un examen des muqueuses des voies aérodigestives supérieures avec forcément une nasofibroscopie, forcément un examen du cavum. On va examiner aussi les téguments de la face parce qu'on peut avoir un ganglion cervical qui est une métastase d'une tumeur cutanée. Et donc, il faut penser à regarder le scalp, l'oreille externe. C'est parfois pas toujours très facile chez des patients qui ont des peaux qui ont été très exposées au soleil de trouver un primitif éventuel. Et puis, évidemment, on va interroger le patient et c'est des choses qui arrivent parfois. Le patient vous dit « Ah ben oui, on m'a enlevé un petit bouton il y a 1 an. » Et en fait, bah oui, c'était un petit épidermoïde et le ganglion, il est apparu quelques mois, voire 1 année après. Donc, il va falloir faire un bilan d'imagerie. Ce bilan d'imagerie va servir à rechercher le primitif et il va servir de bilan d'extension. Évidemment, idéalement, mais c'est un peu contradictoire avec le diagnostic positif, il faut mieux faire le bilan d'imagerie avant d'avoir fait la biopsie. Donc, on peut faire un bilan d'imagerie après une cytoponction, évidemment, mais après une biopsie chirurgicale, le bilan d'imagerie est un petit peu moins fiable. Donc, le prélèvement cytologique ou histologique de l'adénopathie va permettre d'orienter la nature de la tumeur, sachant qu'il va y avoir un diagnostic différentiel avec notamment un lymphome éventuellement une tumeur de la thyroïde, sachant que les cancers de la thyroïde peuvent donner des ganglions métastatiques plutôt en zone 3-4, parfois kystiques, donc ça peut être trompeur. Et puis, il va y avoir des analyses de biologie moléculaire qu'il faut pouvoir obtenir dans la demande de cytoponction. Je sais que nous, par exemple, en région parisienne, on a des anapathes à l'hôpital qui ne font pas de cytoponction. Il n'y a qu'un seul centre où on peut les obtenir. Donc, et quand on les fait en ville, il est assez difficile d'obtenir, d'avoir le P16 et le BV, voire la thyroglobuline sur le prélèvement qu'on va faire. Alors, donc, on n'est pas très bien
pas très aidé. Et puis, dans la très, très grande majorité des cas, évidemment, il faut faire un bilan endoscopique parce que l'examen clinique, même si vous palpez la base de langue, que vous allez palper l'amygdale, il est moins fiable qu'un examen endoscopique pour rechercher un primitif, surtout quand le primitif n'est pas évident. Voilà, donc le bilan d'imagerie, donc comme je vous le disais, il doit précéder les explorations invasives. L'examen de première intention, ça va être le scanner cervico-facial et thoracique. Vous le savez, en pratique, on a souvent des patients qui ont perdu du temps avec une échographie. Alors, après, il y a des très bons échographistes, je ne critique pas, mais quand on a un très gros ganglion, il vaut mieux aller directement au scanner. Parfois, on peut gagner 15 jours à 3 semaines, parce que le patient va faire son écho, revient avec l'écho. L'écho dit qu'il faut faire un scanner, donc il repart faire son scanner. Puis il peut y avoir une grosse perte de temps. Donc, ce scanner, il va servir à poser un diagnostic d'adénopathie et pas éventuellement de kyste amygdaloïde, par exemple. Apprécier l'extirpabilité chirurgicale. On va donc avoir un bilan local d'extension. Il permet aussi de chercher une lésion primitive. Donc, il y a un taux de détection qui est de 9 à 23% parce que souvent, ce sont des petites tumeurs si on ne les a pas vues à l'examen clinique. Et donc, le thoracique permet de faire un bilan d'extension. Il est très, très largement recommandé de faire un TEP scanner lorsqu'on n'a pas de primitif retrouvé, parce que ça va permettre d'augmenter le taux de diagnostic de la lésion primitive et d'orienter les biopsies quand on va faire l'examen endoscopique. Donc très souvent, moi, quand je vois le patient et que je programme l'endoscopie, je programme le TEP scanner la veille. Quand on peut avoir des rendez-vous rapides de TEP scanner, c'est bien. Comme ça, avant de faire mon endoscopie, j'ai mon TEP scanner qui va me permettre d'orienter mes biopsies et de ne pas polluer mon TEP scanner par des biopsies chirurgicales. Et donc, ce TEP scanner, il va aussi modifier la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est quand même un élément important, sachant que c'est un très bon examen pour trouver le primitif. Par contre, sur le bilan d'extension ganglionnaire, il y a quand même beaucoup de faux positifs avec le TEP scanner. Donc, il va vous trouver l'adénopathie pour lesquelles vous avez demandé l'examen. Parfois, il va vous en trouver de l'autre côté qui sont pas forcément métastatiques, mais qui vont fixer. Donc, c'est quand même un examen qui a une très forte sensibilité, un tout petit peu moins spécifique, comme je vous le disais, puisqu'il y a quelques faux positifs. Mais c'est sur le bilan d'extension ganglionnaire, pas sur la tumeur primitive. Donc, l'imagerie avant les explorations invasives et le TEP scanner recommandé en première intention. Après, le scanner, plutôt que l'IRM. Parce qu'en plus, souvent, comme on a des adénopathies, si on veut faire un bilan d'extirpabilité chirurgicale, on est plus à l'aise avec un scanner qu'avec une IRM. Et puis, c'est moins cher et on les a plus vite. Donc, la cytoponction, c'est quand même un examen qui maintenant est devenu suffisant pour mettre en route un traitement. Nous, pendant de très nombreuses années, on disait qu'on ne pouvait pas se contenter d'une cytoponction. Mais vous voyez, on a obtenu maintenant par la cytoponction une sensibilité et une spécificité qui sont très importantes. Donc, quand la cytoponction dit de manière univoque, c'est une métastase d'un carcinome épidermoïde, on peut mettre en route un traitement par radiochimiothérapie uniquement sur un résultat de cytoponction. Donc, on va essayer d'utiliser les techniques de biologie moléculaire pour rechercher l'HPV. Et donc, s'il y a une concordance avec le tableau clinique, on va pouvoir décider directement d'un traitement en RCP sans recours à un prélèvement histologique. Donc ça, déjà, pour ma génération, je dirais, c'est un progrès. La microbiopsie, elle est faite en première intention, notamment quand c'est les hématologistes qui vous envoient les patients. Donc, ils ont pensé que c'est comme eux, pour les lymphomes, ils font des microbiopsies. En général, ils font la microbiopsie en première intention parce que la cytoponction sur un lymphome, ça ne va jamais suffire. Donc, c'est plutôt en deuxième intention quand on a une cytoponction qui n'est pas significative. Et il ne faut pas hésiter à demander un guidage échographique de votre ponction si vous avez une adénopathie profonde
difficilement accessible, près des vaisseaux notamment, ou si vous avez une adénopathie kystique, parce qu'il va falloir faire la microbiopsie ou la cytoponction sur la coque de votre ganglion, et pas faire une ponction qui ne vous donnera pas de résultat histologique formel. Donc, la recherche systématique d'HPV par immunohistochimie P16 ou biologie moléculaire est nécessaire. Ça, c'est un grade A, mais comme je vous le disais, c'est dans le meilleur des mondes parce qu'on n'arrive pas tous à l'avoir. Et puis, si vous avez une tumeur qui est très peu différenciée P16 négatif, il faudrait également aussi avoir un EBV. Là, il y a souvent une orientation clinique chez les patients pour lesquels on pense qu'ils sont potentiellement EBV+, hein, dont on peut penser que le primitif peut être le CAVO. Je crois que j'en ai sauté une. Je suis désolée. Voilà, donc l'adénectomie ou la biopsie chirurgicale, ce n'est qu'en deuxième intention. Si on n'a pas de résultat après la cytoponction et après la microbiopsie, là ça commence à devenir un peu fastidieux. Si le ganglion est extirpable, on va faire une adénectomie, hein. Donc classiquement, on faisait adénectomie extempo-curage. Là, il peut y avoir cette prise en charge-là, mais l'idéal, c'est de faire l'adénectomie plutôt que de faire une biopsie chirurgicale quand le patient est opérable. Et si vous voulez lui faire un curage, il faut faire le curage dans les suites de l'adénectomie, donc après un examen extemporané. Mais il faut... c'est vraiment parfois une discussion compliquée. Sur un ganglion suspect, on va discuter en RCP de la décision qui sera prise et de l'organisation de la prise en charge du patient, parce que c'est pas toujours facile de savoir comment on va décider. S'il y a une indication de curage, il vaut mieux le faire dans le même temps que l'adénectomie, évidemment. Et si l'adénopathie n'est pas extirpable, eh ben, on va faire une biopsie chirurgicale. Ça, c'est un geste qui est très simple. Au moment de l'endoscopie, on fait une petite incision et puis on va mettre on va faire une punch biopsie. C'est assez simple à faire et ça permet d'avoir un diagnostic de certitude. Pas se lancer dans une adénectomie sur un ganglion inopérable. Il vaut mieux faire une biopsie chirurgicale avec une incision cutanée de petite taille. Je vous l'ai dit. Donc l'examen sous anesthésie générale, donc c'est un examen qui va être fait en lumière blanche. Si on trouve rien, la recommandation c'est de faire une amygdalectomie. Ça, on a tous appris des choses comme ça. Ce qui discute, que font certaines équipes et sur lesquelles il y a des études en cours, c'est une amygdalectomie bilatérale, parce qu'il peut, dans certains cas, y avoir un ganglion primitif qui est métastatique d'une amygdale contralatérale. Mais en pratique de routine, ça n'est pas recommandé. Ça doit rester des discussions au cas par cas. Pareil pour la mucosectomie endoscopique de base de langue. C'est un geste qui est assez tentant à faire au robot, par exemple. Mais d'abord, c'est un geste qui n'est pas du tout anodin parce qu'il peut y avoir des suites compliquées, des problèmes d'hémorragie. Et puis surtout, c'est très douloureux et ça n'a pas fait la preuve de sa pertinence en termes de pronostic. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez trouver le primitif que le patient va avoir une meilleure survie. Et pour l'instant, il n'y a pas de preuve que l'amygdalectomie contralatérale ou la mucosectomie de base de langue apporte quelque chose au patient. Ça va peut-être vous apporter à vous pour vous permettre d'avoir un primitif, mais on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour rendre service au patient. Donc, quand on a un carcinome HPV induit, là, on a plus de chances d'avoir une mucosectomie homolatérale, notamment en général, elle est faite que d'un côté, qui apporte un plus en termes de diagnostic. Mais il ne faut absolument pas se faire une obligation d'une amygdalectomie bilatérale plus mucosectomie de base de langue. Pour l'instant, ce n'est pas dans les recommandations.
Voilà, donc quand on a une adénopathie, ça c'est donc dans les tableaux qui aident à la décision. Donc l'examen clinique, la nasofibroscopie, le scanner et le TEP scanner. Si on a une cytoponction elle va nous répondre, ou une microbiopsie qui vont nous répondre de quel type de tumeur il s'agit. Hein, donc si la tumeur est P16+, on considère que, enfin, si la cytoponction est P16+, on considère que le patient a une adénopathie HPV+. Si c'est EBV+, sur la cytoponction, on va prendre en charge comme un primitif au niveau du cavum. Et si tout est négatif, on va considérer que c'est une adénopathie métastatique d'un épidermoïde classique. Voilà, donc si c'est HPV+, on va faire une endoscopie avec amydalectomie unilatérale et discuter d'une mucosectomie de base de langue. Plutôt, il faut se méfier quand même des complications et des séquelles de ce type de geste. Si c'est EBV+, on va partir sur un cancer du cavum. Il n'y a pas forcément besoin de faire une endoscopie, mais on va la faire pour essayer de faire des biopsies au niveau du cavum de bonne qualité pour avoir une chance de trouver le primitif. Et on va demander une IRM dans le bilan et puis une IRM cérébrale, un scanner cérébral dans le bilan. Et puis, évidemment, si le patient est HPV-, on va lui faire l'endoscopie sous anesthésie générale. Et si le ganglion est ossitué, en général, on lui fait l'amydalectomie en même temps. Voilà, donc pour le traitement, en fait, il n'y a pas d'études randomisées parce que c'est des situations qui sont assez rares et donc ça reste encore assez controversé. Et donc, en fait, on a des séries qui sont rétrospectives, qui sont très hétérogènes en termes de patients pris en charge dans la même série. On a des épidermoïdes bien différenciés, non différenciés. Souvent, c'est des patients qui, à l'époque, n'avaient pas eu BV et HPV, donc on a une espèce. Même si on a 50 ou 60 patients, si vous mélangez de l'HPV, le BV, vous allez avoir une série qui ne va pas du tout être homogène. Donc, en pratique, ce qu'a décidé le groupe, c'est que il n'y a pas de supériorité d'une attitude chirurgicale première par rapport à un traitement médical par radiothérapie. Donc, on est en train de revenir en arrière sur ce qu'on a appris. Donc, on peut remettre en question l'attitude de faire le curage systématique en fonction du pronostic de la maladie et de la morbidité de la chirurgie. Voilà, donc si l'adénopathie est extirpable, on va proposer un curage ganglionnaire au stade débutant s'il y a une faible morbidité espérée. Et donc, ces patients-là vont avoir un curage et après vont avoir une radiothérapie sur les aires ganglionnaires bilatérales et sur la muqueuse. On peut discuter, quand le ganglion est petit, de faire une irradiation unilatérale. Et par contre, si on a un stade N évolué, ce qui est un petit peu contradictoire avec nous, la notion qu'on a, donc dans les stades N évolués, chez les patients et P16 induit, on va faire un traitement qui soit P16 ou plus ou P16-, on va proposer d'emblée plutôt un traitement par radiochimiothérapie en considérant que le curage va être va faire prendre des risques de séquelles importants. Donc, la potentialisation de la radiothérapie, elle se fait par sel de platine et il a été démontré que le sel de platine, lorsqu'il est possible que le patient peut l'accepter et le tolérer, est préférable au cetuximab en première intention. Voilà, donc quand l'adénopathie n'est pas extirpable, évidemment, on ne va pas faire de curage, ça c'est quand même du b.a.-ba. Et donc, on va proposer un traitement par radiothérapie potentialisée, donc une radiochimiothérapie le plus souvent, avec incluant toutes les muqueuses du pharynx et les aires ganglionnaires cervicales bilatérales. Et donc, toujours pareil, si c'est P16+, on va faire plutôt un sel de platine que du cetuximab. Ça a été démontré.
Voilà, donc pour vous montrer la même prise en charge avec le tableau. Donc si c'est opérable, non, on va faire une radiochimiothérapie ou une radiothérapie Erbitux. Et si c'est opérable, si c'est un stade débutant avec une résection R0 probable, un curage qui a une faible morbidité, on va opérer et faire de la radiothérapie sur la muqueuse et sur la région cervicale. Et si la radiothérapie, si le stade N est évolué et qu'on pense ou qu'on pense être en limite positive, que la tumeur est P16 induite, comme les ganglions P16+ sont très radiosensibles, on va partir plutôt sur une radiothérapie potentialisée bilatérale ou unilatérale si on a une petite adénopathie localisée. Mais là, on est sur des ganglions évolués. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Ça remet un peu en question ce qu'on a appris où on était très chirurgicaux sur les adénopathies sans porte d'entrée, hein, c'est clair. C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Hein. Pas simple. Je pense que c'est du cas par cas, sur la base de ce qui a été, que tu viens de montrer. Et ça, Je me permets pour ça. oui, bien sûr. Pour la vision. Je pense que c'est. C'est là, non? Non, c'est pas bien. C'est bien. On en dirait non? Ça y est, ça y est. C'est bon? Oui, je pense. Oui. C'est bon, ok. Ce qui ressort de ce travail quand même qui a été mené, qui a été complexe, avec beaucoup de bibliographie, chaque cas presque est particulier. On a l'impression qu'on en a. On a des grandes lignes. C'est pas simple, ça nécessite de l'expérience surtout. Ça nécessite une bonne expérience clinique, d'avoir rencontré quand même un certain nombre de fois ce genre de cas auquel c'est pas le plus facile à prendre les décisions. C'est vrai qu'on a tendance à monter les amygdales. Bon. On a forcément envie de savoir d'où ça vient, mais ça ne changera pas forcément le pronostic. C'est le message le plus important, il est là. Ouais. C'est la complexité du choix, c'est que on doit traiter les gens de façon à les guérir, tenter de les guérir, et pas pour se faire plaisir, effectivement c'est ce que c'est. Ouais. Et c'est pas toujours facile à accepter, et ça nécessite, l'impression d'être un vieux couteau, quand je dis ça, quelques années d'expérience et d'avoir rencontré ces cas cliniques, d'où la nécessité de ce genre de réunion, d'écrire des référentiels de traitement. Il faut bien savoir que quand on prend les gens en charge, c'est leur intérêt qui prime, pas une autre, et ça peut être un bon exemple. Alors c'est vrai que c'est des situations qui sont de plus en plus rares parce qu'avec les examens dont on dispose, avec un peu d'expérience clinique, alors j'en ai pas parlé, mais ils en parlent dans le chapitre, il y a le NBI aussi qui va peut-être améliorer la détection des primitifs quand son intérêt, comment ça peut marcher parfois, il va y avoir des progrès de toute façon de détection du primitif. On a le TEP scanner qui quand même parfois aide. À trouver une petite tumeur sur la base de langue à laquelle qu'on n'avait pas vu. Donc, c'est des situations qui sont devenues rares, mais pour lesquelles en RCP, il y a parfois des discussions prolongées, parce que quand vous avez un gros ganglion qui est collé à la carotide, eh ben, vous avez quand même envie d'aller l'enlever, plutôt que de prendre le risque de l'irradier et qu'après, ils deviennent difficilement extirpables si on est en échec de radiothérapie. Donc, effectivement, heureusement, c'est des situations assez rares. Par contre, ce qu'on commence à voir un petit peu assez souvent, c'est des patients qui viennent pour des adénopathies de P16+, dont le primitif n'a pas été forcément retrouvé. Mais bon, là, on a une orientation sur l'oropharynx pour chercher le primitif, donc c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus facile.